Chers amis cinéphiles et tous les autres aussi, bonjour. L'année 2023 se termine et l'heure du bilan a sonné. Tout d'abord pour la chaîne Festi2Film, car je publie ici ma 15e vidéo. J'aurais voulu en faire plus, mais j'ai un petit peu mal géré mon temps. Parmi celles-ci, j'ai eu l'honneur de vous parler de 7 festivals français. Et ça tombe bien car c'était l'objectif premier de la chaîne. Mais j'ai également pu mettre en avant 4 films sortis cette année. Ces films font partie de ceux que j'ai le plus appréciés et comme j'en ai vu plusieurs, permettez-moi de vous parler de mes 20 films préférés de l'année 2023. Je crois l'avoir déjà dit, mais votre film préféré, ça ne veut pas forcément dire le meilleur. C'est juste celui qui vous plaît le plus. Il ne faut pas oublier la notion de subjectivité, d'autant plus dans les domaines artistiques. Ce n'est pas parce que tout le monde trouve ça génial qu'obligatoirement ça doit vous plaire à vous. Pour chacun de ces films, je vais essayer de détailler les raisons qui ont fait que je les ai aimés. Aussi, je fais un top 20, car je trouve très frustrant de se limiter à seulement 5 ou 10 films. Avec 20, je me laisse plus de liberté. Alors pour vous donner une idée, arrêté au 26 décembre 2023, j'ai pu voir 302 films, et parmi ceux-là, 97 qui sont sortis dans l'année 2023. Que ce soit en salle, en streaming, 97 nouveautés de l'année 2023. Car oui, la réalité est que le cinéma maintenant se vit dans une salle, mais aussi à la maison, en physique ou en dématérialisé, c'est la réalité. J'en profite pour vous dire que certains de ces films seront également visibles lors du festival cinéma Télérama, qui aura lieu du 17 au 23 janvier, pour 4 € la place sur présentation d'une contre-marque qui se trouve dans le magazine, et également lors des incontournables UGC, qui auront lieu du 10 au 23 janvier aussi, pour 5 € la place. Si vous n'avez pas vu ces films, vous pouvez les voir à moindre prix et c'est toujours plus cool. Maintenant que je vous ai donné les règles du jeu, place au top 2023 de la chaîne Festi2Film. Pour être honnête, je l'ai vu en rattrapage sur Canal+, car il n'a pas eu le droit à un grand nombre d'écrans en France. Et le temps que je me bouge, je l'avais raté. C'est un premier long métrage français qui réunit 2 acteurs que l'on voit souvent, et que j'espère on continuera à voir, à savoir Anthony Bajon et Raphaël Quenard. Ils jouent 2 meilleurs potes qui stagnent dans un petit village du sud de la France, et l'arrivée d'une jeune femme interprétée par Galatea Belloughi va changer la donne dans leur relation. Un film drôle, touchant, et qui aborde avec simplicité des sujets assez profonds qui peuvent faire écho chez pas mal de monde. Le film tient beaucoup sur ces 2 interprètes principaux, se complétant parfaitement, un taiseux et un bavard, avec une relation d'influence quasi malsaine et des perspectives d'avenir bien différentes. D'ailleurs, j'en profite pour placer ça, mais Raphaël Quenard, on le voit de plus en plus, s'il n'a pas un petit César du meilleur espoir masculin, moi, je comprends plus rien. J'avoue que lui, je l'ai pas vu venir. J'avais pas forcément envie de le voir. C'est une bande d'amis qui m'a invité à les rejoindre. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis retrouvé à me divertir, dans le meilleur sens du terme, pendant la projection. Les personnes qui ont fait ce film se sont clairement amusées à le faire. Il y a beaucoup d'humour, des personnages qui vont à fond dans l'incarnation. C'est comme une super partie de Donjons et Dragons, mais avec des personnes que tu ne connais pas. Par ailleurs, j'ai appris après la séance que le film était réalisé par ceux qui étaient déjà derrière le film Game Night, qui était déjà excellent. Comme quoi, quand les gens aiment et savent ce qu'ils font, ça fait la différence. Ajoutez à cela un casting très solide, avec Chris Pine en tête, et vous passez une excellente soirée. Ne pas juger un livre à sa couverture. C'est un peu ce que j'ai ressenti après avoir vu le film. De base, je voyais un produit qu'on essayait de me vendre. Gran Turismo, pour ceux qui l'ignorent, est une série de jeux vidéo de simulation de course de voiture. Le film est réalisé par Neil Blomkamp, qui malheureusement et malgré un gros potentiel, n'a jamais fait mieux que son premier long métrage District 9. Niveau casting, il y a David Harbour, qui a le vent en poupe depuis le succès de la série Netflix Stranger Things, et Orlando Bloom, que personnellement je n'avais pas vu depuis un moment. Et par-dessus le marché, on te dit que c'est une histoire vraie. Il y a quoi se méfier quand même. Pour résumer sommairement, un gars du marketing chez la marque de voiture Nissan veut faire un gros coup médiatique en mettant un joueur de Gran Turismo derrière un volant dans une vraie voiture, dans une vraie course. Il organise alors un concours, engage un entraîneur pour permettre aux gagnants du concours d'avoir la meilleure préparation dans une vraie course, avec les vraies sensations. Et franchement, les courses sont haletantes, le cinéaste a pleinement conscience de son sujet, donc il sait sur quel pied danser. Le personnage principal, Archie Madekwe, est vraiment attachant, et j'en parlais dans la vidéo sur Oppenheimer, mais ce n'est pas parce qu'une histoire est vraie qu'elle vaut le coup d'être racontée. Mais racontée comme ça, personnellement, j'ai fait le plein d'émotions, bien joué.
Un des phénomènes de l'année, je ne vais pas plus m'étendre là-dessus, car j'imagine que vous en avez tous entendu parler en long, en large et en travers. Je dirais juste que j'ai trouvé le film bonne ambiance, qu'il m'a fait énormément rire, et que Margot Robbie et Ryan Gosling en Barbie et Ken sont impeccables. Mais ce que je retiens principalement du film, c'est l'histoire d'une mère qui veut reconnecter avec sa fille, et qu'il faisait en jouant à la Barbie. Et j'ai trouvé ça franchement émouvant. Puis parlons un petit peu de Greta Gerwig, celle qui a réalisé le film. Elle a une approche du cinéma avec une touche très féminine, ce que j'avais déjà pu ressentir dans Les filles du Docteur March, et là ça se confirme. En dehors de ça, j'ai pas trop compris les polémiques qui ont entouré la sortie du film, car pour moi c'est une grosse comédie. Et puis les mecs, on peut pas arriver à encaisser une ou deux vannes, surtout si elles sont bien écrites et bien placées. Alors si le film n'est pas plus haut dans mon top, c'est parce qu'il n'a pas su m'accompagner plus que ça. C'est-à-dire qu'une semaine ou deux après avoir vu le film, quand on m'en parlait, j'avais oublié plein de séquences. Mais bon, je le reverrai un jour et avec plaisir. David Fincher fait partie des cinéastes dont je ne rate aucun film. Il y a d'abord eu le Choc 7, Fight Club, puis The Social Network. Donc quand on me dit qu'il a fait un nouveau film, j'y vais dès que possible. Car même si le débat fait encore rage, The Killer, c'est bien du cinéma, même si ça sort sur Netflix. Donc c'est encore un grand tour de mise en scène de l'ami Fincher. Il articule son film en 5 chapitres autour d'un tueur à gages, interprété par l'excellent Michael Fassbender. Un film assez simple mais vraiment très contemporain, qui dépeint le monde avec les franchises, avec Internet, tout ce qui est lié vraiment à notre génération. Et cette technologie omniprésente. L'image, la narration, le rythme, le son, la direction d'acteur, tout est là. Mais malheureusement, ce n'est pas un film qui a une grande envergure. Objectivement, je n'ai rien à lui reprocher, sinon que le récit du film n'est pas transcendant. Il n'a pas fait trembler mon univers comme les films que je vous citais avant, Seven, Fight Club, Social Network. Mais bon, ça reste quand même très appréciable. Une comédie romantique très drôle et profonde venue du Québec. Le film suit une jeune professeure de philosophie de Montréal, Sophia, interprétée par Magali Lépine-Blondeau, qui va tomber sous le charme simple et authentique du beau Sylvain, un ouvrier du bâtiment vivant à la campagne et interprété par Pierre-Yves Cardinal. Cette relation va bouleverser le monde de l'un et de l'autre. Il y a quelque chose de très malin dans ce film. La réalisatrice joue sur l'alternance entre les cours de Sophia et la passion qui est en train de naître. Car le sujet de ces cours de philosophie sont toujours l'amour, selon Aristote, selon Socrate et autres philosophes. Cette double approche, à la fois passionnée et intellectuelle, qui renvoie aux deux personnages, en font un film très plaisant et à plus d'un titre. Et je ne raconterai pas pourquoi, mais la fin m'a flingué. Comme quoi les relations humaines sont toujours un peu plus complexes qu'on ne pourrait le penser. C'est un très beau film de Monia Chokri que je ne connaissais qu'en tant qu'actrice dans les films de Xavier Dolan et que je vais de ce pas suivre en tant que cinéaste. J'ai déjà fait une vidéo entière consacrée au film, donc je ne vais pas plus m'étendre que ça, je vous renvoie à la vidéo. Un numéro d'acteur brillant, pourtant tout en passivité, qui nous est offert par Joaquin Phoenix. Une plongée dans l'esprit cauchemardesque d'un jeune mais pourtant déjà grand cinéaste, Ari Aster. Ça va loin, c'est tordu, mais c'est surtout un film sans concession. Donc pour ça, je l'ai particulièrement apprécié, mais je peux pas dire non plus que je l'ai adoré. Par contre, c'est un film dont je me souviendrai toute ma vie. Et tout comme Beau is Afraid, j'ai fait une vidéo complète sur le film. Donc il y a des choses brillantes, des grands moments de cinéma, mais des choses qui m'agacent aussi beaucoup. Cela aurait pu être le chef-d'œuvre de son auteur, mais pour moi il y a vraiment des maladresses qui plombent l'envolée du film au firmament. Et pourtant je l'ai dit et je le répète, je ne suis plus exactement la même personne après avoir vu le film. J'ai pris conscience de pas mal de choses, et c'est pas rien. J'aurais tellement aimé n'avoir rien à redire dessus. Donc c'est peut-être le ticket de Christopher Nolan pour l'Oscar, peut-être pas, mais je le sens très bien pour Cillian Murphy et Robert Downey Jr. dans l'interprétation masculine. On verra en mars lors de la prochaine cérémonie. Tous les films dont j'ai fait une vidéo se suivent. Vraiment, ce n'était pas prémédité. Alors je ne l'ai pas forcément dit, mais Knock at the Cabin, en plus d'être un film que j'ai vraiment apprécié, m'a sauvé le dernier festival du film fantastique de Gérard May, car j'avais pas réussi vraiment à me retrouver dans la sélection. Ce film a agi comme un très bon dessert dans un repas jusque-là pas très emballant. Donc, je le remercie. Encore un tour de force de M. Night Shyamalan, qui a vraiment un cinéma à lui, pensé autour du fait de croire ou non, que ce soit au niveau de la religion ou du surnaturel. C'est un film qui m'a baladé
tout du long. Je ne savais pas où me mettre, sur quel pied danser. J'étais vraiment déstabilisé. Et cerise sur le gâteau, je découvre avec Dave Bautista un acteur qui a plus d'une corde à son arc. Les films de super-héros, j'en ai vu comme tout le monde pas mal, et ça commence un petit peu à me lasser. En plus, je n'attendais pas grand chose de ce Gardien de la Galaxie 3 car le volume 2 m'avait très peu enthousiasmé, mais je dois avouer que je me suis fait cueillir par les dernières aventures des Gardiens, car il paraît que c'est la dernière fois que l'équipe aura droit à son propre film. Et je pense que ce qui fait la différence avec les autres productions Marvel, DC et autres films de super-héros, c'est James Gunn. On voit qu'il adore ses personnages et veut leur offrir un dernier baroud d'honneur avant de leur dire adieu. Chaque personnage a son moment et personne n'est mis sur le côté. Et j'ai vraiment adoré l'origin story autour du personnage de Rocket. Ça m'a tout simplement bouleversé. Ce film a vraiment tout ce qu'on peut espérer d'un film de super-héros. Il y a de l'humour, de l'action, on s'attache au personnage. Malheureusement, il est une exception et non pas la règle. On arrive dans le symbolique top 10 de l'année 2023. Et arrive le film qui a reçu la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Et je vais vous avouer que j'étais pas chaud du tout de le voir. Il n'aurait pas eu le prix et d'excellents échos, je pense que je me serais abstenu. C'est le 4e film de Justine Triet. J'avais déjà vu le numéro 2 et le numéro 3, et franchement, c'était pas pour moi. Puis j'ai trouvé la bande-annonce pas terrible, l'affiche vraiment hideuse, donc en définitive, ça partait très mal pour moi. Puis arrive la première scène du film, que j'ai trouvée vraiment brillante. Articulée autour de ce chien, de cet enfant malvoyant, de cette musique assourdissante, et là je me suis dit, ok, ça envoie du cinéma, et ça commence très bien. Puis le film se déploie, et nous fait découvrir à travers une procédure judiciaire inquisitrice et sans scrupules, un couple à la dérive, et ça m'a fait beaucoup penser au film Gone Girl de David Fincher, car le personnage principal a l'air trop coupable pour être innocente. Puis on a une belle brochette d'acteurs, Sandra Hüller qui tient son rôle principal de bout en bout, le jeune Milo Machado qu'on risque de revoir souvent tellement il était bon, puis Antoine Reinhardt, l'avocat général Pitbull qu'on adore détester, et qui nous livre aussi une sacrée performance. Franchement, quand c'est des films comme ça, j'aime avoir tort. Et je le reconnais humblement, c'est un super film, avec une vraie proposition. Chapeau. Le film de fin d'année que j'ai pas vu venir. Et pourtant, j'avais un bon indice. Alexander Payne. C'est un auteur qui a une plume subtile et qui s'est vraiment touché à l'âme humaine. Ses films The Descendants et Nebraska m'avaient mis de belles claques. Cette fois, Alexander Payne revient avec une petite surprise vintage. Et encore plus grande surprise, bien que ça ressemble complètement à son cinéma, il n'a pour une fois pas signé le scénario. On a l'impression de voir un film des années 70 tout droit sorti d'une capsule temporelle. Tellement tout sonne vrai dans ce film. Les décors, les costumes, la façon de composer le plan, la photographie, la bande-son, le rythme, tout sonne comme un film sorti du nouvel Hollywood. Il n'y aurait pas eu Paul Giamatti, j'aurais pu me faire berner et croire qu'il s'agissait d'un film d'époque. Même les visages des acteurs semblent sortir d'un autre temps. Sinon, de quoi ça parle? À la fin de l'année 1970, dans un lycée privé de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, certains élèves doivent rester pendant les vacances car leurs parents ne peuvent pas les récupérer. Ils sont alors confiés aux soins du professeur Unham, professeur méprisé des élèves et de la plupart du personnel de l'école, à l'exception de Marie, la cuisinière en chef, qui elle aussi restera confinée dans le lycée pendant les fêtes. Après quelques jours, il ne reste plus qu'un seul élève aux bons soins du professeur Unham et de Marie. Et va alors commencer une relation faite de heurts et de frictions, mais également de compréhension et de soutien. En somme, c'est une sorte de film de Noël pas comme les autres, et qui rappelle pour moi les films de Hal Ashby, notamment le film La Dernière Corvée avec Jack Nicholson, que je vous recommande, mais au plus haut point. C'est une petite merveille. Alors lui, je l'attendais. Le même week-end, ce film a gagné les 2 grands prix dans 2 festivals français différents. Le premier au Festival du film policier de Reims, et le deuxième au Festival Hallucination Collective de Lyon, ce qui annonçait un film policier plutôt atypique. Cette histoire de serial killer n'est pas sans rappeler le Seven de David Fincher, dans l'ambiance glauque et moite, mais cette histoire prend place à Hong Kong, dans les bas-fonds. Nous y suivons 2 policiers très différents, un jeune loup et un vieux policier brisé, qui vont essayer avec l'aide d'une jeune femme d'arrêter les agissements du tueur. Alors ce qui est vraiment très appréciable dans ce film, c'est cette ambiance. L'ambiance poisseuse, dégueulasse. Le tout est sublimé grâce au noir et blanc et au jeu des acteurs. Alors par contre, c'est vraiment pas un film aimable. Vous risquez de vous en prendre plein la tronche et de pas toujours aimer ce que vous allez voir à l'écran. Après, si vous êtes prêt à vivre un grand moment de polar, vous allez être servi.
J'ai eu l'occasion de voir le premier film de Jeanne Herry, qui s'appelait Pupille, donc j'étais curieux de voir ce nouveau film traitant de la justice restaurative. Un concept qui m'était totalement étranger, et qui consiste à mettre en relation des victimes et des coupables d'agression, afin d'échanger pour pouvoir aller de l'avant. Pour les victimes, mais aussi pour les coupables. Je verrai toujours vos visages est une sorte de film choral. Il y a énormément d'acteurs, pas forcément de personnage principal, mais le tout est extrêmement bien orchestré et en équilibre constant entre la fiction et le documentaire. C'est tellement documenté et les acteurs sont tellement convaincants qu'on en oublie que ce sont des acteurs, alors qu'il y a une brochette de stars assez conséquente. Franchement, c'est un casting 1000 étoiles, dont Adèle Exarchopoulos, qui mérite de nouveau un César pour son personnage brisé de Chloé. Je parlais avec Oppenheimer des films qui font qu'après l'avoir vu, on n'est pas tout à fait le même. Et je peux vous dire que pour ce film, ce fut encore le cas. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'aller voir un film à l'aveugle. C'est-à-dire vous allez au cinéma et en fonction de l'horaire, vous allez voir le film. Je savais juste que c'était un film d'animation et j'imaginais qu'avec le titre, on allait toucher à la science-fiction. Mais sans trop vous en dire car ce serait dommage, il y est question de robots, d'optimiser, de sauvegarder et plein d'autres concepts forts de la science-fiction qui pourraient faire peur aux profanes. Mais c'est là le tour de force du film, nous sommes exposés à ces concepts et dans le déroulement de la scène, nous comprenons de quoi il retourne. Au lieu de surexpliquer ou d'exposer trop longuement son histoire, Jérémy Perrin nous embarque dans le récit sans nous laisser de côté. Il y a une intelligence de la mise en scène qui est plutôt rare et plein de trouvailles scénaristiques dignes des 3 coquillages dans Demolition Man. Donc le cinéaste Jérémy Perrin avait déjà signé une série qui s'appelait The Last Man et qui m'a été recommandée par toutes les personnes qui l'ont vu. Donc après avoir vu Mars Express, je pense que je vais me pencher sur cette série. Donc le film passe encore dans quelques salles, n'hésitez pas à aller le voir, il n'a vraiment pas le succès qu'il mérite, donc faites monter un petit peu ses entrées s'il vous plaît. Le film qui a battu Avatar 2 au box-office japonais. C'est comme ça que j'en ai entendu parler. Parce que je suis loin d'être un connaisseur en manga ou en animé, et mon savoir en basket se limite à Michael Jordan. Puis en général, regarder le sport, ça m'intéresse pas trop, mais le film sur le sport, ça c'est autre chose. Le film se déroule pendant le match de finale de l'équipe de basket du lycée. On va suivre à l'intérieur les 5 membres de l'équipe, comprendre ce qui les anime, les voir puiser dans leur dernière force et combattre pour atteindre leur but. D'après mes recherches, le film reprend le dernier acte du manga. Donc malgré le titre, ce n'est pas le premier, mais le dernier match. Takehiko Inoue est le réalisateur du film, mais également le créateur du manga. Donc non seulement le mec déchire sur le papier, mais aussi sur l'écran. De par son animation, Inoue se permet des choses qui ne seraient sûrement pas possibles en prise de vue réelle, un peu comme le Tintin de Spielberg. Pour ceux qui en doutent, le cinéma d'animation, c'est du cinéma. L'animation n'est qu'une technique. Et quand je vois le résultat et l'effet que ça a eu sur moi, j'ai envie de dire il faut continuer l'animation, il faut continuer à développer cette technique-là. Entre Mars Express et The First Slam Dunk, l'animation a vraiment de beaux jours devant elle. Le phénomène Barbenheimer a fait des dégâts sur son passage. Il a éclipsé le dernier épisode de la saga portée par Tom Cruise et a empêché The First Slam Dunk de se faire une place. Pourtant, Mission Impossible 7, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, est tout simplement le meilleur opus de la saga, franchise, licence, appelez ça comme vous voulez. Les nouvelles aventures d'Ethan Hunt apportent absolument tout ce que je cherche dans ce cinéma d'action, d'espionnage, d'aventure, tout est là. La mise en scène de McQuarrie est des plus inventives et des plus efficaces, tout en restant un petit peu à l'ancienne. Elle n'essaie pas de surfer sur une tendance. Ici, la mise en scène est au service de l'histoire. De l'ambition, des moyens et du savoir-faire, ça donne un des films les plus galvanisants que j'ai vu cette année. Et c'est exactement ce que je veux voir quand je vais voir un film Mission Impossible. Et puis, chose assez rare pour être soulignée, ça a beau être une partie 1, à la fin du film, on a vraiment l'impression d'avoir fini une étape et pas d'avoir été arrêté en plein élan. Ça, c'est appréciable. Ça fait un peu polémique en ce moment, car c'est ce film qui a été choisi pour représenter la France pour l'Oscar du meilleur film étranger, et non pas Anatomie d'une chute, pourtant titulaire de la Palme d'Or. Alors je vais pas vous mentir, j'ai aimé les deux films, mais La Passion de Dodin Bouffant a une avance considérable tellement il a résonné en moi. Le film suit Dodin, un grand cuisinier, et Eugénie, sa cuisinière en chef, qui partagent l'amour de la cuisine. Une histoire d'amour et de respect mutuel qui va mettre du baume au cœur. Divinement interprété par Juliette Binoche et Benoît Magimel, ces deux acteurs ont une réelle alchimie. Et c'est pas très surprenant quand on sait qu'ils ont été en couple
People à la ville il y a quelques années. Maintenant, je ferme la page People. Tran Han Hung, le réalisateur, a reçu le prix de la mise en scène pour ce film à Cannes. Et à voir ses chorégraphies de plats, de casseroles, de déplacements et de gestes, on comprend pourquoi. Le tout est auréolé d'une photographie rappelant les plus belles peintures impressionnistes, et dans tout le film, il n'y a pas une once de méchanceté. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Émotion, partage et transmission. Le cinéma et la cuisine ont finalement plus de choses en commun qu'il n'y paraît. Par où commencer pour parler de Babylone? C'est un film très riche et qui reprend une structure un peu similaire à celle d'un film choral. Il y a beaucoup de personnages qui évoluent au sein du Hollywood d'avant le cinéma parlant, avant 1927 et le chanteur de jazz. Tout ce beau monde se réunit à des soirées faites de sexe, drogue et décadence, avant de se retrouver le matin pour tourner de nouveaux films muets. Sauf qu'un jour, le cinéma parlant arrive et va déstabiliser tout leur petit monde. Ils vont donc devoir s'adapter ou disparaître. Depuis le film Whiplash, Damien Chazelle nous a habitués à un cinéma qui lorgne du côté du passé. Et un peu comme Last Night in Soho d'Edgar Wright, il démontre que le passé n'est peut-être pas aussi glamour qu'il n'y paraît et qu'il faut faire attention avec la nostalgie. Dans la forme, le film est baroque, fou et des fois dérangeant. Babylone est un film de mise en scène, de musique, mais aussi d'acteurs. On y voit Brad Pitt avec sa présence, Margot Robbie avec son énergie et sa vitalité, et le regard de Diego Calva qui assiste à tout ça. On y sent un grand amour du cinéma. Donc le voici, le film que j'ai préféré découvrir en 2023, même si je mens un peu puisque je l'ai vu la première fois en 2022 au Festival Lumière. J'ai également fait une vidéo sur le sujet, donc je vais juste rappeler les points principaux qui font que j'ai adoré ce film et que c'est le film que j'ai préféré cette année. Déjà, il y a l'approche autobiographique, mais ce qui m'a plu, c'est la manière dont Spielberg s'est livré et nous a raconté ses jeunes années. On sent qu'il a fait le film pour faire revenir plusieurs personnes disparues et ainsi les rendre un peu immortel. Il nous fait découvrir ses parents, ce qui explique en grande partie la dualité au sein de son œuvre. D'un côté, le spectacle et la magie, et de l'autre, le réel, voire l'historique. Dès la première séquence, on voit que le cinéma l'a toujours accompagné, même s'il a failli s'en détourner à cause de l'impact que ça avait dans sa vie. Et la dernière séquence, et surtout le dernier plan, ne peut que réjouir les cinéphiles. Et pour ceux qui n'ont pas compris, un jour vous comprendrez. C'est cette sincérité et cet amour, et puis que ça parle de cinéma, ce sont ces éléments qui ont fait que j'ai aimé le film. Nous arrivons à la fin de ce Top Cinéma 2023. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai vu 97 nouveaux films. Il y a donc beaucoup que j'ai ratés. Donc c'est possible que si vous aussi vous avez fait un top, il y ait des films que je n'ai tout simplement pas abordés. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner le vôtre dans les commentaires, à liker la vidéo si vous avez aimé ce que je vous ai dit, et surtout à vous abonner, car en 2024 on est reparti. Et il y aura peut-être plus de vidéos que l'année dernière. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année 2023 et une excellente nouvelle année 2024. On se retrouve bientôt. Le bisou!